sont bons les carnets. Alors, c'est vrai qu'on a deux chaînes. Il y a une chaîne qui s'appelle le tiers-livre, les ateliers d'écriture, les lectures, les chroniques, le projet Rabelais. On va reprendre avec les beaux jours, j'espère qu'ils reviennent. Et là, c'est cette chaîne des carnets où j'ai tout repris à zéro. J'avais 10 000 abonnés sur 11 000 et quelques, 11 500 là, sur la chaîne principale. Et ben, je suis reparti à zéro. Et là, je crois que vous êtes un peu plus de 1400 maintenant, mais au moins pour moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec ces deux espaces. Le jour, parce que ça, cette contrainte de le faire au jour le jour, c'est ça qui va t'obliger à aller chercher à l'intérieur de toi. Et là, tu peux dire, ah bah ouais, mais là, t'as déjà fait l'atelier d'écriture. Ah bah, on va y rester. De toute façon, vous savez qu'un atelier d'écriture, sur Tiers-Livre, il y en a deux. Il y a l'atelier hebdo, là, justement, Roubaud, la forme d'une ville, est mis en ligne chaque dimanche avec une semaine pour travailler, et puis chacun construit justement son boulot perso à travers les cycles ou les croisements de cycles. C'est une expérience qui dure depuis 2016, c'est formidable. Et puis, cette année, on a rajouté les mardis. Alors, le mardi, c'est 19h, 21h, 19h à 19h25. Je lance une petite proposition, et puis ensuite, chacun a le temps d'écrire 40, 50 minutes, 1 heure, et on se retrouve à 20h30 avec les textes visibles sur écran, et on se les lit ensemble, on les commente. Et là, tu vois, quand tu sors Roubaud, tout d'un coup, tu sais ce que tu vas faire, mais il faut bien que tu parles de Roubaud. Donc, puis pour savoir comment t'en parles, il faut bien que tu te remettes un petit peu. Et puis finalement, tu te retrouves avec l'abominable tisonnier de John McTaggart et Alice McTaggart. Et puis tu relis ça et tu dis waouh. Alors, cette semaine, donc dimanche, atelier hebdo, c'est aujourd'hui, proposition d'écriture à partir de la forme d'une ville change plus vite hélas que le cœur des mortels Baudelaire, Rayé, Humain, Roubaud. Et pour en parler, j'ai cité ce grand projet qui était une sorte d'œuvre-vie de Roubaud, sous le titre général « Le grand incendie de Londres ». Et dans cette même période là que ce livre, il y a un sandwich. Alors au milieu du sandwich, les tableaux parisiens. Et puis des deux côtés, il y a mathématiques 2 points et poésie 2 points. Alors le rapport de poésie 2 points à la forme d'une ville, ça c'est dans l'atelier d'écriture. Et puis moi je me suis remis à lire mathématiques 2 points. Alors attention, si vous les cherchez, le Seuil a arrêté de les publier séparément. C'est bizarre, mais enfin en tout cas, je crois que maintenant c'est un gros bouquin d'un seul tenant qui fonctionne en triptyque avec justement Grand incendie de Londres, poésie et mathématiques. Ce gros bouquin où les trois sont rassemblés, moi je ne l'ai pas puisque je les ai même en double, poésie et mathématiques. Et bon, ça fait un bouquin très cher et je trouve que c'est un petit peu dommage. J'aurais préféré que ça circule dans des éditions de poche à 4 balles comme Lovecraft. Bon, c'est pas le cas. Mais donc c'est toujours disponible, mais c'est rassemblé sous forme d'un gros truc où les trois sont ensemble. Ceci dit, évidemment, on les trouve d'occasion et allez pas le dire, mais si vous savez où est le site général de tous cette grande base de sciences humaines là, qui me sert énormément, tous les Roubaud en 10 minutes, vous pouvez les rapatrier en PDF sur votre ordi. Ça, on n'en parle pas. Mathématiques. Tout à l'heure, en lisant, évidemment, voilà, tes carnets, tu vas pas les chercher plus loin. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait là ? Tu as passé 2 heures à relire mathématiques. Tu vas parler de mathématiques. On va parler de maths. Si on veut parler de maths, on parle de maths. Alors là-dedans, première partie, qui moi m'a embarqué, mais alors dès les premières lignes, il y avait 3 issues. La première en haut à gauche, en regardant vers le bas, face au tableau. Tu es allé, bien sûr, dans n'importe quelle salle de fac, dans n'importe quelle salle. Je ne sais pas de quoi il parle, plutôt lui, Normal Sup. Son père était déjà Normal Sup, Roubaud. Et puis, attention, il a fait Henri IV, etc. Mais un amphi,
pour des cours de maths, avec les tableaux, là, et puis la porte sur le côté, et puis l'issue de secours, et puis les 2 marches, et puis l'entrée par l'arrière de l'amphi, c'est partout pareil. La couleur pisseuse des carrelages des tables, des murs, c'est partout pareil. Le mur crépi pour pas qu'il y ait de tag, c'est partout pareil. Eh bien, il nous décrit un de ces lieux, un amphi, qui pourrait être n'importe où au monde, la même salle de classe de l'enseignement supérieur, la même normalisation. Par contre, à l'intérieur de ça, c'est un livre qui, avec des sous-titres en gras, mélange, alors il y a des bifurcations, des boucles, des séries, des chapitres évidemment. C'est-à-dire que la table des matières, elle a déjà une sorte de roman en soi. Ça s'appelle table descriptive, d'ailleurs. Vous voyez, c'est pas table des matières. Attendez, je vous lis comment il en parle. Il y a 4 chapitres composant la partie récit du livre. À certains points du texte, dans les 3 premiers chapitres, sont des incises, espèces de longues parenthèses plus ou moins développées. Les incises de chaque chapitre suivent le chapitre considéré. On peut les omettre en première lecture. Tiens. Il y a enfin 2 bifurcations qui représentent des voies narratives alternatives qui auraient pu être empruntées par le récit. Chaque chapitre, chaque ensemble d'incises, chaque bifurcation est découpé en moments numérotés dont le contenu est évoqué dans la table descriptive qui suit, permettant au lecteur de s'orienter. Il ne serait peut-être pas inutile de commencer là la lecture. C'est-à-dire il faut que tu sois arrivé à la fin du livre pour t'apercevoir que quand tu lis le principe de la table descriptive qui t'annonce le principe du livre, on te dit, tiens, lisez donc d'abord la table descriptive et puis vous pourrez commencer à lire justement ce que tu viens de finir de lire. C'est Roubaud. Alors il se passe quoi? Description d'un amphi, franchement, tu vas claquer des sous là. Oui, mais il te dit un truc. Moi, je voulais être poète. J'ai fait mon lycée, j'ai fait ma prépa, je voulais être poète. Et puis, en prépa, il y a un prof qui s'est mis à nous décrypter un sonnet de Nerval et à le commenter. Et là, j'ai compris que si je voulais être poète, il fallait surtout pas faire d'études littéraires. Si je voulais être poète, il fallait surtout pas que je sois contraint de gagner ma vie à parler de littérature. Si je voulais être poète, il fallait que je gagne ma vie d'une autre façon. Et là, après ces 2 ans de prépa, il décide, tiens, mais si je recommençais avec les maths, est-ce qu'il a une affinité pour les maths? Non. Est-ce qu'il était bon en maths à l'école? Non. Oui, mais tu comprends les maths? C'est scientifique, mais c'est pas la physique, c'est pas la chimie, c'est pas les maths, c'est de l'abstrait comme la poésie qui marche toujours sur des comptes, sur les alternances, sur des rythmes, etc. De toute façon, c'était le même mot autrefois, les maths et la musique. Et donc, il retourne voir un prof qu'il avait, qui était un copain de son père, et il dit, j'aimerais bien recommencer la prépa, mais en maths. Pourquoi ? Parce que si je suis prof de maths ou chercheur en maths, ça me gardera le reste de la vie pour faire de la poésie. Oh bon. Mais c'est ça qui devient, là, le matériau qui surgit dans la description de l'amphi. Alors ensuite, il y a des... Je sais pas, bon, pour moi, j'ai traversé ça aussi, là, dans ces années bizarres, là, entre la terminale passable et puis l'entrée finalement en école d'ingé. Mais je me souviens d'un livre que j'avais fauché à la BU de Poitiers. Je l'ai eu des années. Et je crois bien que quand j'allais à Poitiers pendant un temps faire des ateliers d'écriture, une fois, ce bouquin que j'avais depuis 25 ans chez moi, je l'ai pris et je suis allé m'installer à la BU de maths et je l'ai oublié sur la table. Alors, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais au moins j'avais la conscience tranquille. Et là, dans ces années-là, donc pour moi c'était 70, donc longtemps après Roubaud, ça n'avait plus rien à voir, le mot magique c'était Bourbaki. Tu te souviens de Bourbaki ? C'est pas un bonhomme, Bourbaki, c'est un collectif. C'est un ensemble de chercheurs qui, sous le nom de Bourbaki, ébauchent une théorie qui va révolutionner les maths, en particulier la théorie des ensembles et l'algèbre. Lui, là, Bourbaki, c'est en même temps que lui que ça se passe. Donc là, ça ensuite, le théorème de Fermat. Le théorème de Fermat, mais c'est une aventure littéraire, le théorème de Fermat.
Ah oui, parce que Roubaud, tiens, il est à la gare Saint-Lazare, ben c'est normal puisqu'il habite la rue. Et en tout cas, c'est le matin, ben, on le sait parce que justement c'est ça l'atelier d'écriture, la forme d'une ville. Le matin, il descend la rue de Liège, et s'arrête dans un bistrot et une fois il pose son journal sur la table, le patron lui amène son café crème. Donc il a acheté là le journal et un journal où je sais même pas si c'est pas le Guardian américain où là tout d'un coup il y a une page avec là le mystère du théorème de Fermat. X puissance n plus y puissance n égale z puissance n. Ça marche seulement si n inférieur à 2. 2 au carré plus 3 au carré, 4 plus 9, non, 2, je sais plus, 4 au carré ou 3 au carré plus 4 au carré, ça va marcher ça. 3 au carré, 9 plus 4 au carré, 16, égale 5 au carré, 25. Wow, tu vois que moi aussi j'aurais pu faire un fort en maths. Mais simplement, essaye pour 3. X puissance 3 plus Y puissance 3, est-ce que ça peut faire un Z puissance 3? Non. Tu peux pas faire que 2 cubes deviennent un seul cube. Et ça, ce Fermat, dans son... Alors, c'est là où tu vois le gars qui achète le journal, mais là, lui, il va nous faire cette séquence. Il voit que le théorème de Fermat, enfin, au bout de 300 ans, est résolu. Il va appeler tous ses copains de l'Oulipo qui sont pas chez eux. Donc, tu lui diras que... Et il nous embarque dans un roman très concret où tu reparcours ces 300 ans sans t'en rendre compte. Fermat, parce que ce que tu retrouves, bah, c'est l'écriture et le livre. C'est-à-dire que 5 ans après la mort de Fermat, son fils publie un livre de maths classique de l'époque qui avait été annoté par son père. Et une de ces annotations, c'est « J'ai trouvé le moyen de résoudre cette équation et d'une façon absolument lumineuse. » Bam ! Eh oui. Mais ça, grand mystère, personne ne saura jamais ni ce qu'il avait trouvé, ni etc. Mais au bout de 300 ans, et c'est fascinant parce que c'est plein de théories, c'est plein de constructions. Là aussi, c'est un boulot totalement collectif. Il y a un type avec une tête de matheux comme pas possible qui s'appelle Andrew Wiles, justement en 1997, qui finit par toucher $50 000 parce qu'il y avait depuis 100 ans une prime accordée à qui un jour démontrerait le théorème de Fermat. Voilà, c'est ça, mathématiques. Et tu lis ça, ben oui, mais tu es dans la gare Saint-Lazare, tu es dans les copains de l'Oulipo, tu es... puis tu gamberges au nombre. Et puis il y a la fin. Donc mon Roubaud, il a pris le temps de faire ses études. Parce qu'ensuite, il est effectivement devenu chercheur, il a progressé, il se marre d'ailleurs avec ça dans la hiérarchie universitaire. Et puis à côté de ça, il y avait son boulot, poésie. Et à l'époque, il y avait le service militaire. Mais si tu étais étudiant, tu pouvais avoir un sursis. Sursis, ouais, sauf que quand tu as fini tes études, à un moment donné, il faut bien le faire. Tu avais un système, tu voulais pas être bidasse, mais on te mettait dans la coopération. À certains, ça a parfaitement réussi. Tiens, salut Jean-Louis Lequelec. Mais bon, là, tu es parti dans le désert en Libye ou encore, donc tu n'écouteras pas ça. Mais Roubaud, lui, se retrouve, savez-vous quoi, dans le service météorologie de l'armée. Wow! Je vais pouvoir en lire des livres, je vais être tranquille. Et puis de toute façon, il faut bien passer là, c'est une obligation. Service météorologie, ouais, t'as fait Henri IV, t'as fait une normale sup, t'as fait des trucs, t'as dit bon, je pense que ces mecs-là, on les envoie pas bidasse à Rochefort. Ah ouais, mais service météorologie, où est-ce qu'ils se retrouvent? Dans le sud algérien. À Gannes, je crois, ça s'appelle comme ça. Et là, que je m'y retrouve. J'ai lu d'innombrables fois ces définitions. Voilà, c'est juste à la fin. Bifurcation B. Non, on est toujours dans Fermat. Point 0. 99. Août commence et il fait chaud. Il part là, juste sur la chaleur. Il va partir en Algérie par la chaleur. 100.
Le foyer des deuxièmes classes de la base était un hangar métallique en tôle ondulée. Donc, tu vois, c'est le titre en gras qui annonce la couleur. L'atelier de mardi, on s'appuiera là, sur ces énoncés-là. Le foyer des deuxièmes classes de la base était un hangar métallique en tôle ondulée. Tu vois, il recopie l'incipit en gras. Posé à même le sable, sans plancher, pendant la longue pause de midi, surtout plus tard après 5 heures, jusqu'à l'heure du couvre-feu, et même, il me semble, beaucoup plus avant, dans la nuit, toujours précoce à cette latitude, en vertu de quelque tolérance bonhomme, ou laxisme de l'autorité militaire, il s'emplissait de bidasses en treillis, uniformes, très variablement réglementaires. Tu vois la langue quand même, hein, ça pulse. Attiré par un, etc. Et là, bon, les mecs, ils boivent de la bière chaude. Lui, il boit pas d'eau. Plus tard, il boit pas de bière. Plus tard, j'ai jamais vu boire de l'alcool, Roubaud. Moindre verre. Par contre, il tient ensuite, il parle justement des verres d'eau. Et puis, on arrive tranquillement. C'est bon, là, il a fait tout le décor, le lieu, là, pour le bidas du service météo. 101. Le sable était partout. On voyait du sable. On respirait du sable. Ah ouais, le Sahara, c'est un peu plus violent qu'on croit. Il est entré quelque part, il nous a donné une définition qui va revenir très lourd. Je vais le retrouver en cours de route, mais entre-temps, là, avec ces trucs de sable, on commence à voir les officiers allongé sur mon lit de camp pendant les brefs crépuscules, sous le poids de la chaleur solide, je voyais le dôme de toile s'emplir d'ombre, les ombres orangées des passants, des véhicules, s'insinuer par les interstices de la toile plaquée contre elle, remuant, avançant, glissant. C'est passionnant ton truc, attends. 102. La chaleur, très tôt dans la journée, était intense. Et là, entre-temps, tu vois, chaque fois, là, tout d'un coup, de quoi on a parlé? Du contexte. C'est quoi le contexte? C'est le FLN, c'est la guerre civile, l'insurrection progressive de l'Algérie. Vous voyez, on est une grande Kabylie dans les Aurès, lieu charmant, mais sans aucun attrait pour la quasi-totalité des appelés. Cependant, Reagan se trouvait largement hors de la zone des combats. Rien n'empêchait astuce administrative d'embarquer quelques recrues dans des Nord 2000. C'était un modèle d'avion, de les déposer dans le sable pour y remplir certaines des tâches ancillaires, etc., etc. FLN. Donc tu vois comment tu commences à faire grimper la sauce. Et puis 102, donc toujours la chaleur, voilà. Et là c'est tout d'un coup un acronyme qui va surgir. PLBT. Tu vois ce que c'est PLBT? Population laborieuse du bas Touarega. Ah, tu dis pas indigène? Population laborieuse du bas Touarega. Les mecs qui vivent là et qui crèvent là, qui bossent là, les petites tâches. Les PLBT étaient plutôt des intouchables. Les deuxièmes classes n'étaient pas censées parler aux PLBT, et réciproquement. Personne d'ailleurs, à ma connaissance, ne s'y essayait, ni dans un sens, ni à plus forte raison dans l'autre. Les obstacles à la communication n'étaient pas seulement sécuritaires, disciplinaires, mais linguistiques, etc., etc., etc. 103. Une fois installé dans le bureau, j'avais devant moi une journée entière confortable. Ah, voilà, le jeune sourcitaire étudiant de maths, bonne famille, qui se retrouve là, dans le bureau, avec ses bouquins, tranquille, parce que le service météo, crois-moi, dans le Sahara... Une fois installé dans le bureau, j'avais devant moi une journée d'heures ouvrables, entières, confortables, dans une position privilégiée, les corvées de calcul qui constituaient la justification de ma présence en cet endroit précis ne me prenaient pas un temps excessif. On me laissait plutôt tranquille en dehors du bridge. Et de quelques, on joue pas à la belote quand on est comme... Et de quelques passages d'autorité supérieure. D'ailleurs, la corvée de bridge n'était pas trop fréquente, car formée à ce jeu par mon grand-oncle, qui était de la génération de la manille coinchée, etc. La digression de Roubaud, mais ça te fait entrer tout un paysage. Et il lit éléments de géométrie algébrique, abréviation affectueuse et familière, et GA, son auteur, Alexandre Grothendieck. Alexandre n'avait pas en fait écrit le livre, il en avait fourni le... Où on va avec ça? 104, la France avait décidé d'avoir la bombe. Tu vois comment on marche jusqu'à la fin du bouquin.
La France, sa volonté discernée, interprétée et exprimée par son président élu au suffrage universel direct. Ouais, tout à l'heure j'ai parlé de 94. Quand il dit l'été 94, il faisait chaud. Ah ouais, mais c'est là où Chirac décide de reprendre à Mururoa les essais de bombes atomiques aériennes. Donc on a déjà quand même le contexte lourd. L'arme atomique était nécessaire à son indépendance, disait De Gaulle. Pour avoir la bombe, la fabriquer en exemplaires suffisamment nombreux, fiables, dissuasifs, opérationnels, il fallait expérimenter, il fallait faire exploser quelques prototypes à titre d'essai. Il n'était pas question de se livrer à ces petites expériences sur le plateau de 1000 vaches. Mais la France d'alors était vaste, elle s'étendait très bas vers le sud, possédait de vastes sections du Sahara. On choisit donc un site. Après, le site élu fut Reagan, quelque part là-bas dans le désert. Nous n'étions pas supposés savoir où exactement était Reagan pour des raisons, surprises de sécurité, etc. La bombe fut amenée sur place. Un général commanda. Une date putative pour le jour J fut décidée. Plus exactement, une certaine fenêtre de lancement fut établie. Mais il était difficile de dire à l'avance ce sera tel jour. C'est simple. Un large rectangle de Sahara, appelé périmètre, déjà désert de nature, avait été désertifié plus radicalement encore, était devenu zone interdite, sinon aux gerboises. Gerboises, ça va chez Arnaud de la Côte, il y en a. Du moins aux voyageurs et aux PLBT. C'est-à-dire les braves gens, on s'en fout qu'ils soient là. En ce temps-là, il n'était pas question d'expérience souterraine. On choisissait un lieu inhabité convenable, on faisait ce qu'il fallait faire, et bouf, B-O-U-F, point d'exclamation. Tu comprends là, le titre? Et bouf, la bombe explosait à l'air libre comme un pétard du 14 juillet. Cocorico, un superbe champignon s'élevait en l'air, et voilà le travail. Oui, mais voilà, ce champignon plein de poussière, sévèrement radioactif, de différentes espèces, éléments chimiques pris dans les régions exotiques de la table de Medvedev, ne restait pas immobile. Une grande partie retombait sur ses pieds, sans doute, mais les vents de la haute atmosphère et de la basse en entraînaient une notable partie. Le but du voyage de ces particules et leur lieu ultime de chute était, il faut bien dire, le cadet de soucis de leurs autorités. Ils auraient largement de se disperser. Seulement voilà, selon la direction des vents, il y avait un destinataire possible aux retombées du nuage atomique. Nous n'étions pas loin. On pouvait faire exploser la bombe si elle se mettait dans l'heure qui suivait à nous cracher des saloperies radio. C'est-à-dire que mon gars, qui pour faire ses maths, pour faire sa poésie, a décidé qu'il ferait des maths. Et puis qu'a traîné ses études. Et puis que sur Citerre, la planque, le service météo. On va se faire un peu de Sahara, on va s'embêter, mais ça fait rien, on aura toujours des livres. Il se retrouve à décider, en tant que météo, service, bidas au service météo, si on dit, mets ton doigt comme ça, tu vois d'où souffle le vent. C'est un peu plus perfectionné que ça, mais c'est pas comme aujourd'hui. Dire, ok, on peut appuyer sur le bouton, puisque le vent va l'emmener sur eux, les PLBT, les Africains, et pas sur nous. Et tu vois cette responsabilité, et Roubaud, là, le livre sort en 1997. Ça veut dire qu'il a plus de 65 ans. Là, il en a 24-25. Tu attends 40 ans et tu lâches ta Valda. Et cette Valda, c'est pas rien. Tu comprends Roubaud, quand il traduit Cengiz Aytmatov, quand il arpente le monde partout, là, avec ses grosses patogas et tout ça. La poésie, c'est pas à côté de tout ça. Alors ensuite, puis là, moi, je vais arrêter, mais qu'est-ce qui est beau? Alors, l'armée française, il y avait un budget. Donc, la bombe pète ici. Là, on la voit, là, elle va tomber là, à 7-8 km. Il y a quand même une distance de sécurité. Ils sont là avec leurs jumelles. Et puis, au moment quand ça pètera, on leur a distribué une aide de soleil. Mais lui, il est derrière une cloison. Donc, de toute façon, ils verront rien. Par contre, là où ça pète, ils ont mis alors des jeeps, des vieux chars d'assaut, des machins, des baraques. Ils ont reconstitué une espèce de fausse ville, de fausse base militaire. Au point qu'ils ont mis des mannequins, et les mannequins, on les a disposés, alors là, à 20 mètres, à 50 mètres, à 100 mètres, à 500 mètres, à 1 kilomètre, et à chaque fois, on met un mannequin avec un uniforme de bidas,
un uniforme de caporal, un uniforme de capitaine et même un uniforme de général. La France. Voilà ce qu'il nous raconte, Roubaud. Et puis juste après que ça pète, il y a un truc très bizarre, parce que moi j'avais lu ça évidemment là. Et je me retrouve à Nancy avec Charles Torgeman. Et on avait pendant un an, Jérôme Schlomhoff, Catherine Gourieux, on se rendait là dans le petit association, genre truc ARS, ça s'appelait. Là où on accueille les sans-abri, on leur donne à manger, où ils ont des douches, ils ont des dermatos, on gère leur argent et tout ça. Et c'était une expérience. La douceur dans l'abîme, cherchez le livre, La douceur dans l'abîme, ou sur mon site, il y a les textes encore, une expérience tellement dense. Et puis là, il y avait un drôle de gars. Le gars, bah oui, dans la tête, c'est pourquoi l'Algérie. Et le gars, il me raconte, textuellement, la dernière page du Jacques Roubaud. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de capitaine, à peine c'est pété, bah, il prend une jeep, et il part voir qu'est-ce qui était arrivé au mannequin habillé soldat, au mannequin habillé capitaine, et le gars, il avait rien compris. Alors qu'est-ce qu'ils font? Et ben là, c'est mon SDF Nancy, parce que le gars, c'était passé de drôles de trucs ensuite. Algérie avec la torture, tout ça. Et tu finis clodo. Et ben ils avaient été obligés de prendre un fusil et tirer dans les pneus pour arrêter le gars. Et ce type, tu vas pas me croire, qu'il me dit. Juste après la bombe atomique, il y a ce pété de capitaine qui avait pris le jeep pour aller voir ce qui s'était passé là où ça avait pété. Eh ben, je lui dis, t'as lu Jacques Roubaud? Roubaud, délivre-moi. Ben, Jacques Roubaud, il raconte ça. Le fêlé qui part avec sa jeep et qui est obligé de lui tirer dans les pneus pour l'arrêter. Voilà, mathématiques, bah, c'est comme ça, parce qu'aujourd'hui, moi, c'était Roubaud, donc bah, vous, c'est Roubaud, c'est comme ça, ciao.